Vous inquiétez pas, on finira par vraiment exploser pour de bon. On a un Bitcoin quand même à 91 000 $. Tout le monde commence à s'ennuyer depuis quelques jours parce que ça stagne, mais c'est normal. Croyez-moi, c'est normal. Et plus le bull run va prendre du temps, plus on aura des performances qui vont pouvoir être extraordinaires. Parce qu'en fait, c'est comme un élastique. Si ça monte très vite, ça va péter très fort à la baisse. Alors que là, on prend du temps, on stagne un petit peu, on accumule. Ça vous permet d'acheter du Bitcoin tranquillement à 91 000 $ sans se précipiter. Et vous inquiétez pas, un jour, on partira. Après, est-ce qu'on partira uniquement sur le Bitcoin? Est-ce qu'on partira sur les alts? Est-ce qu'on partira sur les mêmes coins? Est-ce qu'on partira sur les terres? Ça, c'est quand même beaucoup plus difficile à répondre. Aujourd'hui, on a un Fear and Greed qui est à 83. On est le lundi 18 novembre. On a toujours 83, donc c'est toujours la cupidité extrême. Et généralement, dans ces phases-là, tout le monde est enthousiaste. Pourtant, on voit que déjà, il y a un petit, comment dirais-je, une petite descente d'attention sur les réseaux sociaux. Moi, je le vois directement sur mes réseaux sociaux. Quand le Bitcoin est dans une phase où ça explose, tout le monde s'y intéresse, tout le monde veut savoir comment on fait pour investir, quoi acheter, etc. Et dès qu'on stagne, ben là, il y a beaucoup moins de monde. Et quand je dis beaucoup moins de monde, il y a presque 2 fois moins de monde d'un coup en l'espace d'un jour ou deux. Alors, attention, ne vous désintéressez pas du marché parce qu'on est en train de stagner. Au contraire, intéressez-vous-y lorsque personne s'y intéresse. Et c'est comme ça qu'on fait les meilleures performances. Regardez, là, on stagne depuis quelques jours alors qu'on a fait quand même des performances hallucinantes et tout le monde, on ne se rend pas compte, on est à 91 000 $ sur le Bitcoin. On n'a jamais été si haut. Alors là, le maximum qu'on a atteint, c'est 92 864. Mais on n'a jamais été si haut depuis le début. Regardez où on est quand même sur la charte. Donc c'est hyper intéressant. Il y a autre chose d'intéressant à regarder, c'est la dominance du Bitcoin. La dominance du Bitcoin, on voit qu'on est à 58% de dominance. Alors il y a quelques jours, elle était à 60%. Est-ce qu'elle diminue un tout petit peu? Peut-être. Mais en tout cas, alors sur les 30 jours, ouais, non, sur les 30 jours, elle bouge quasi pas. Hein. En vrai, elle bouge quasi pas. Et plus cette dominance va diminuer, plus ce sera profitable à l'Ether et aux autres crypto-monnaies. Ok, ça veut dire que sur les 3000 milliards du marché des crypto-monnaies, 58% sont représentés par le Bitcoin. Ok, et quand on a des chutes de la dominance du Bitcoin comme ici et comme on a eu ici en 2021, là, c'est ce qu'on appelle une alt season et c'est donc profitable à l'ensemble des cryptos qui sont plus faiblement capitalisés. Aujourd'hui, comme on le voit ici sur CoinMarketCap, on a toutes les infos directes sur CoinMarketCap. On est à plus de 3000 milliards pour l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Là, à voir, je crois qu'on a tapé un nouvel ATH, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant d'argent bloqué sur les crypto-monnaies. Ouais, 3,08. Et ici, on était à de 86. Ouais, on n'est jamais passé au-dessus des 3000 milliards. Donc, c'est quand même colossal ce qui se passe actuellement sur les crypto-monnaies. Voilà. Il y a beaucoup plus de projets, donc forcément la liquidité est diluée, mais on n'a jamais eu autant d'argent sur le marché des crypto-monnaies. À savoir que la capitalisation totale des crypto-monnaies, c'est uniquement la capitalisation d'une entreprise de la tech, par exemple Apple, Nvidia ou Microsoft. Tout ça pèse plus de 3000 milliards. Bref. Ensuite, dans les performances qui sont intéressantes cette semaine, bon, on a toujours les mêmes coins, ok, mais on a eu un réveil de XRP. XRP qui est juste ici. Voilà, sur la semaine, il nous a poussé plus 91%. Donc, il s'est réveillé parce que vraiment, si on regarde depuis un an, même depuis le début, alors on a eu une énorme explosion en 2018. On a eu un réveil en 2021, mais globalement, sinon, c'est plutôt mort XRP. Mais il a quand même fait un x2 sur la semaine. Est-ce que c'est intéressant d'investir dessus? Je ne pense toujours pas, mais je suis capable de me tromper. Je pense qu'il y a des cryptos avec des narratives bien plus intéressantes, notamment tout ce qui est intelligence artificielle, gaming, real world asset, Depin, tout ça. En fait, vous avez ici, vous pouvez trouver un IA, hop, et on trouve les meilleurs projets de l'IA. Et par exemple, Render, aujourd'hui, il a un volume extraordinaire, 1 milliard. 1 milliard de volume aujourd'hui. Pour une capitalisation à 4 milliards, je vois que Render, il s'est vraiment passé quelque chose aujourd'hui. Alors, j'ai pas la news, mais si on regarde quand même, on a pris 7% sur la journée et sur la semaine, on a pris quand même 22%. Donc, intéressant. Encore une fois, c'est qu'un exemple. Je ne vous dis pas non plus d'investir sur cette crypto-monnaie en particulier. Maintenant, on va aller faire un petit tour sur CryptoRank, tout simplement pour vous montrer comment on peut analyser un projet. Là, on va prendre Pinet, donc qui est encore une fois, un meme coin, un shitcoin qui peut très bien descendre à 0. Ici, on a le contrat. Donc tout simplement, ici, on peut le copier et on peut aller sur un site qui s'appelle Bubble Maps et ça va nous permettre de voir un petit peu la répartition de cette crypto-monnaie. Donc, je vais coller le contrat juste ici, hop. Et là, on a donc Pinet qui apparaît. Et là, c'est tout simplement le... Alors voilà, c'est ça que je voulais afficher. On a tout simplement la répartition des différents holders de cette crypto-monnaie. Donc tous ceux qui en détiennent, chaque bulle représente un détenteur de crypto-monnaie. Alors là, de cette crypto-monnaie. Là, on a un énorme cluster ici, mais c'est parce que c'est
le wallet de Binance, donc on peut le masquer, parce que Binance, c'est pas juste Binance qui détient tout ça, hein, c'est les utilisateurs de Binance qui ont acheté du Peanut via Binance et qui le laissent sur la plateforme, donc ils sont ici. Mais on peut le masquer, et on peut masquer même d'ailleurs tous les exchanges, donc Get.io, etc. Hop, on les masque. Et ici, donc, on a les adresses qui détiennent du Peanut. Et tout simplement, ici, hop, on a quelqu'un qui détient 2,66% de la supply. Ici, on a quelqu'un qui détient 1,73%. C'est intéressant de voir un petit peu, de pouvoir analyser ces projets. Alors là, je ne parle pas de ce projet en particulier, mais de voir si parfois, il y en a un qui est trop concentré autour d'un seul et unique portefeuille qui pourrait nous faire dump, en fait, qui pourrait vendre tous ces tokens d'un coup. Et si il a eu l'idée de diversifier sur différents portefeuilles, de s'envoyer ses cryptos un peu sur différents portefeuilles parce que c'est le créateur d'un projet ou quoi que ce soit, normalement, on voit ici sur Bubble Maps les liens entre les différents wallets. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, allez faire un tour sur Bubble Maps parce que ça peut vous permettre de mieux analyser certains des projets et vous aurez l'adresse du contrat tout simplement sur Solana, sur CryptoRank, et je pense qu'on peut aussi la trouver sur CoinMarketCap. Alors, on va tout simplement aller voir ensemble en même temps. Je vais vous montrer comment on fait Peanut ici. Hop. Est-ce qu'on a l'adresse? Ben oui, effectivement, on a l'adresse du contrat. Donc, on va en prendre un autre. On va prendre par exemple le Brett et on va ici sélectionner hop, le contrat. Donc lui, il est sur Base. Donc Peanut était sur Solana. Là, on tape juste ici l'adresse de Brett. Hop, on la trouve ici. Et là, on voit un petit peu la répartition. Donc par exemple, ici, on a un wallet qui a envoyé sur différents wallets pour être moins centralisé. Mais en fait, ça se voit. Donc celui-ci détient quand même 8% de la supply, ce qui peut être inquiétant. Même ici, on a 3% de la supply. Dans ce wallet, donc ce qui peut être inquiétant en termes de décentralisation. Voilà, est-ce que là on masque les exchanges? Ouais, c'est pas un exchange. Bitget, hop, Bybit, hop, tac, et ah mais ok, c'est un wallet de Bybit. Ok, donc non, ça pose moins de problèmes parce que c'est un wallet d'exchange, donc c'est pas une seule et unique personne qui détient ça, c'est les personnes qui ont investi sur l'exchange en question. Ensuite, on va pas faire d'analyse technique particulièrement parce que je ne suis pas un spécialiste de ça. Moi, ce que je sais analyser, c'est le momentum. Mais là, on peut parler du RSI qui n'est pas non plus en surchauffe. Quand on regarde en daily, voilà, on n'est pas en surchauffe. En weekly, c'est pareil, on est à 66. Je pense qu'on a eu bien plus élevé en termes de RSI. Ici, voilà, on était à un RSI qui tournait plus autour des 80 quand on était au top de marché. Donc, ici, pas forcément, mais il y a peut-être eu une manipulation du cours par FTX. Mais globalement, quand on a une surchauffe du RSI, c'est un des indicateurs qui peut nous dire qu'il est peut-être temps de prendre des profits. Oui. On va finir avec Twitter. Tout simplement, l'application Coinbase qui se hisse dans les numéros 1 dans les applications de finance. Alors ça, c'est un indicateur vraiment très important pour voir l'euphorie qu'il y a sur le marché, le nombre de personnes qui téléchargent les applications de crypto. Et là, on a Coinbase et Crypto.com qui sont remontés dans les classements. Alors ça évolue tous les jours, il y a un compte Twitter pour suivre ça. Je vous en ai déjà parlé. Les listings de Memcoin s'enchaînent et Coinbase annonce l'arrivée de Floki sur sa plateforme. En fait, les plateformes de crypto-monnaie, elles savent qu'elles peuvent faire de l'argent grâce à des échanges, grâce en fait à tous leurs utilisateurs qui tradent des cryptos dessus. Et plus il y a des cryptos qui sont en tendance, plus elles vont avoir envie de les lister parce que les gens qui veulent investir sur le Floki, qui sont sur Coinbase, si jamais le Floki n'est pas listé sur Coinbase, ils vont aller ailleurs. Donc c'est pour ça qu'ils se mettent à lister un petit peu, alors pas tout et n'importe quoi. Floki, ça reste la 11e crypto-monnaie du marché, mais ça reste un memcoin. Donc c'est en tout cas bullish pour l'écosystème des memcoins. Ensuite, ça c'est intéressant à suivre, un wallet de l'ère de Satoshi, donc depuis 2010, qui déplace 2000 bitcoins pour la première fois. Donc, il faut faire très attention à ça parce que parfois, ça peut être des sommes colossales et ça peut avoir une influence sur le cours du marché. Donc, est-ce que ça, j'aimerais bien vraiment savoir les histoires qu'il y a derrière. Est-ce que c'est quelqu'un qui a acheté 2000 bitcoins en 2010 et qui a complètement oublié, là, qui vient de retrouver ses accès, etc. Ou est-ce que c'est vraiment un gars qui s'est dit, OK, je vais holder pendant 14 ans et je revendrai quand j'aurai 178 millions de dollars. Alors qu'en 2010, 2000 bitcoins, ça valait rien, hein, ça valait même pas 2000 euros. Hein. 2010, le bitcoin, ouais, je vais pas te dire de bêtises, mais on était très bas. La capitalisation totale du marché, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, atteint un nouveau record au-delà des 3000 milliards de dollars, donc ça c'est plutôt bullish. Ensuite, l'or c'est l'actif, la valeur refuge par excellence, mais c'est pas un actif qui performe extrêmement bien. Alors oui, on se protège contre l'inflation parce que
Voilà, l'or, il y a une quantité plus ou moins définie, mais le Bitcoin est quand même l'or numérique et c'est beaucoup plus intéressant. Regarde, tu as investi 1 euro sur le Bitcoin en 2009, aujourd'hui tu as 2,69 €. Tu as investi 1 euro sur le Bitcoin en 2009, aujourd'hui tu as 82 millions. Alors évidemment, c'est à prendre avec des pincettes parce que personne n'a investi, enfin si on vient de le voir juste avant, mais quelqu'un qui a investi 1 euro et qui sort avec 82 millions, c'est colossal. Mais ce qu'il faut voir quand même, c'est que c'est un actif, c'est l'actif qui a le mieux performé ces dernières années, le Bitcoin, et je pense que ça n'est pas prêt de s'arrêter, et surtout que ça a plus ou moins les mêmes propriétés que l'or, mais de façon numérique. Voilà. Et on va finir avec Metaplanet qui continue de s'inspirer de MicroStrategy et qui accumule des bitcoins, et tout simplement en fait ils émettent des obligations pour pouvoir acheter du bitcoin dans leur trésorerie. C'est plutôt bullish. On finit avec une dernière news, c'est le procès de Elon Musk, parce que certains l'accusaient d'avoir manipulé le cours du Dogecoin, parce qu'effectivement il avait fait beaucoup de tweets concernant le Dogecoin et parfois on peut avoir une manipulation de cours. Alors je pense que c'est pas la seule chose qu'il a manipulé, hein. On peut parler des élections américaines récemment, l'influence et l'impact qu'il a pu avoir, c'est colossal, en rachetant Twitter, en faisant que des tweets sur Donald Trump, etc. C'est hallucinant. Et en tout cas, il y avait un procès concernant ça et les plaignants donc retirent leur plainte contre Elon Musk parce que on a tout simplement aucun investisseur raisonnable ne pouvait s'y fier, c'est ce que le juge a dit. Et donc l'appel a été retiré, mettant définitivement fin aux poursuites. Voilà. Bon, ça ne veut pas dire que tout est fini, mais globalement, il va peut-être nous refaire des tweets sur le Dogecoin. Et globalement, ça peut être intéressant en tout cas sur le marché des crypto-monnaies. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Vous avez tout ce qu'il vous faut en description pour ouvrir des comptes sur les différentes plateformes. Et moi, je vous dis à très bientôt dans les prochains jours. On fera des points d'actu peut-être un peu plus tranquilles quand on voit que le marché stagne comme ça. Mais c'est les meilleurs moments pour se former et pour faire du DCA. Allez, on se dit à bientôt. Ciao!